Mon grand-père, un homme qui fut soldat et brillant entrepreneur, est décédé après une maladie soudaine. Les funérailles venaient de se terminer que toute la famille s'est immédiatement plongée dans les questions d'héritage. Mais lorsque le tribunal a publié les documents d'héritage, aucun testament n'a été soumis. L'intégralité du patrimoine est automatiquement revenue à mon père. Quelques jours plus tard, il m'a mis à la porte de l'entreprise et a confié le poste de direction à mon jeune frère, un homme qui n'a jamais travaillé sérieusement de sa vie. J'ai perdu à la fois la personne que j'aimais le plus et ma carrière. Mais ensuite, par une nuit pluvieuse, un étranger est apparu. Il m'a tendu une enveloppe scellée, m'a regardé droit dans les yeux et n'a dit qu'une chose. Tu dois connaître la vérité. Tremblant, j'ai ouvert l'enveloppe, et ce qu'elle contenait m'a laissé stupéfait. Bonjour, je m'appelle Caleb Grant. J'ai 31 ans et je vis à Austin, au Texas, une ville pas aussi animée que Chicago, mais loin de la tranquillité des petites villes. Austin a un certain équilibre, assez vibrante pour que je sente le pouls de la vie, mais assez calme pour que j'entende mes propres pensées. Mais pour être honnête, ma vie n'a jamais été vraiment paisible. Non pas à cause de cette ville, mais à cause de ma famille. Une longue histoire compliquée, pleine d'ombres et de blessures qui ne guérissent jamais complètement. J'ai grandi dans ce que les gens pourraient appeler une famille aisée. Pas le genre de richesse ostentatoire avec des manoirs somptueux ou des supercars, mais suffisamment confortable pour ne jamais se soucier de la nourriture ou des vêtements. Ma famille possède une entreprise de construction et d'investissement immobilier, Grant Builders. Un nom qui sonne prestigieux, mais qui cache un labyrinthe de conflits en son sein. L'homme qui en a jeté les bases était mon grand-père, Walter Grant, un ancien soldat, un homme que j'ai toujours respecté, non seulement parce qu'il était mon grand-père, mais parce qu'il m'a appris presque tout ce que je sais sur la vie. Mon grand-père était un homme extraordinaire, grand avec une voix grave et posée. Ses yeux portaient toujours une chaleur. Enfant, je m'asseyais à ses côtés, écoutant les récits de son temps dans l'armée. Il parlait des jours difficiles sur le champ de bataille, de la discipline de fer, de la façon dont un homme doit rester debout même lorsque le monde s'effondre autour de lui. Caleb, disait-il un jour doucement, en me tapotant l'épaule. Dans la vie, l'honneur est la seule chose que personne ne peut te prendre, à moins que tu ne l'abandonnes toi-même. J'ai porté ces mots avec moi comme une petite flamme brûlant constamment dans mon cœur, surtout quand tout est devenu chaotique. Après avoir quitté l'armée, mon grand-père a bâti Grant Builders à partir de zéro. D'un petit bureau dans la banlieue d'Austin, il en a fait une entreprise réputée dans l'industrie de la construction. Il a travaillé de tout son cœur, non seulement pour l'argent, mais parce qu'il croyait que chaque projet était un héritage, une marque d'honnêteté et de responsabilité. Il disait toujours, un bâtiment solide doit être construit sur une fondation d'équité. C'est ainsi qu'il traitait tout le monde, des employés aux partenaires. Il n'était pas seulement un entrepreneur. Il était un professeur, un guide. J'étais plus proche de mon grand-père que quiconque dans la famille. Ma mère est décédée quand j'étais jeune, et mon père, Martin Grant, ne s'est jamais vraiment soucié d'être un père. Mon père était un homme rusé, habile à naviguer dans les mondes des affaires et de la politique. Il avait des connexions dont les gens ne chuchotaient qu'à huis clos, des poignées de main dans l'ombre et des sourires polis qui cachaient des arrière-pensées. Pour lui, Grant Builders n'était pas l'héritage de mon grand-père. C'était une machine à gagner de l'argent. Il aimait les fêtes extravagantes, les montres chères et le sentiment de pouvoir qui accompagnait le fait de s'asseoir dans le fauteuil de PDG. Mais ce n'était pas lui qui dirigeait vraiment l'entreprise. Il voulait juste les profits et le prestige. Puis il y avait Jason, mon jeune frère, de 3 ans mon cadet. Parfois, j'avais l'impression qu'il était plus immature qu'un enfant. C'était une version plus petite de notre père, obsédé par le glamour, avide d'attention et cherchant toujours à être choyé. Jason travaillait dans l'entreprise, supervisant une petite partie du marketing externe, mais tout le monde savait que c'était un rôle de façade. Il manquait de capacité, de dévouement, et la seule chose dans laquelle il excellait était de flatter notre père et de se vanter de choses qu'il n'avait pas gagnées lui-même. J'étais différent. Élevé sous la direction de mon grand-père, je portais une partie de lui, sa discipline, son intégrité et sa conviction que le travail ne consistait pas seulement à gagner de l'argent, mais à créer de la valeur. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mon grand-père m'a appelé dans son bureau, une pièce simple avec un vieux bureau en bois et une photo encadrée de lui en uniforme militaire. Caleb, dit-il, je veux que tu m'aides à préserver cet héritage, non pas pour l'argent, mais pour ce que nous avons bâti.
C'est ce jour-là que je suis officiellement devenu PDG de Grand Builders, à seulement 26 ans. Je me suis jeté dans le travail comme un homme possédé. Je voulais prouver que j'étais digne de la confiance de mon grand-père. J'ai appris à lire des plans techniques, à négocier avec des entrepreneurs et à établir des relations avec des clients. Certaines nuits, je dormais au bureau, des papiers empilés sur mon bureau, du café froid à mes côtés. J'ai un jour mené l'entreprise à travers des accords difficiles, comme la fois où nous avons failli perdre un contrat majeur avec un conglomérat immobilier parce qu'un concurrent avait joué sale. J'ai pris l'avion pour Dallas, j'ai rencontré le client en personne et je l'ai convaincu avec ma sincérité et un plan détaillé que j'avais préparé pendant 3 jours sans dormir. Nous avons gagné ce contrat, et mon grand-père, bien que déjà à la retraite, est venu au bureau pour me serrer dans ses bras. « Je suis fier de toi, Caleb, dit-il. Mais la vie n'a jamais été aussi simple que je l'espérais. » Sous la surface polie de la famille Grant, des fissures ont commencé à apparaître. Mon père est devenu plus distant, ne se souciant que des chiffres de compte bancaire et des relations puissantes. Jason s'est enfoncé plus profondément dans une vie d'indulgence, dépensant sans compter et s'appuyant sur le nom de famille. J'ai essayé de tout équilibrer, de protéger l'héritage de mon grand-père. Mais je ne savais pas qu'une tempête arrivait. Une tempête qui allait détruire tout ce que je chérissais. Tout a commencé à s'effondrer un matin gris de début novembre à Austin, avec une légère bruine tombant du ciel. J'étais au bureau, en train de revoir l'avancement d'un grand projet de construction, lorsque mon téléphone a sonné. La voix tremblante de la femme de ménage de mon grand-père, Hélène, est venue par la ligne. « Caleb, venez tout de suite à l'hôpital. Monsieur Walter, il ne va pas bien. » Mon cœur a semblé s'arrêter. J'ai tout laissé tomber, papier, ordinateur portable, café encore chaud, et je me suis précipité hors du bureau, conduisant comme un fou dans les rues glissantes. Quand je suis arrivé à l'hôpital, mon grand-père était allongé sur le lit d'hôpital, le visage pâle, mais portant toujours l'expression résolue d'un soldat. Il avait eu un AVC, a dit le médecin, et il ne restait plus beaucoup de temps. Je lui ai tenu la main, frêle mais toujours chaude, et j'ai essayé de retenir mes larmes. « Caleb, a-t-il chuchoté, sa voix faible mais claire. Accroche-toi à ce que je t'ai appris. Ne les laisse pas te le prendre. » J'ai hoché la tête, bien que je n'ai pas entièrement compris ce qu'il voulait dire. Qui était eux, et qu'était ça? Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que je perdais la personne la plus importante de ma vie. Mon grand-père est décédé cette nuit-là à l'âge de 84 ans. Je me suis assis à son chevet, écoutant la machine se taire lentement, sentant que le monde s'écroulait sous mes pieds. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que j'étais fort, mais parce que je ne savais pas quoi faire de la douleur qui me déchirait la poitrine. Mon grand-père n'était pas seulement mon mentor, mon père spirituel. Il était la flamme qui éclairait mon chemin. Maintenant cette flamme était partie, et je me sentais complètement perdu. Ces funérailles ont eu lieu 2 jours plus tard, aussi grandes et bondées que je l'avais imaginé. Grand Builders était un nom bien connu à Austin, et mon grand-père était un homme respecté. Des hommes d'affaires du monde immobilier, d'anciens soldats qui avaient combattu à ses côtés et des employés de longue date de l'entreprise sont tous venus lui rendre hommage. Le salon funéraire était rempli de fleurs, de couronnes blanches immaculées mélangées à des condoléances formelles. Je me tenais là en costume noir, essayant de maintenir une façade calme. Mais à l'intérieur, j'étais une tempête. Chaque poignée de main, chaque condoléance ressemblait à une coupure silencieuse, me rappelant que mon grand-père était vraiment parti. Mon père, Martin, apparut aussi impeccable que jamais. Costume sur mesure, cheveux parfaitement coiffés et un sourire social impeccable. Il serrait des mains, offrait des remerciements mesurés, mais je voyais la froideur dans ses yeux. Il ne faisait pas son deuil. Pas vraiment. Pour lui, les funérailles n'étaient qu'un événement à traverser, une occasion de consolider sa position dans le monde des affaires. Mon jeune frère, Jason, était encore pire. Il est arrivé en retard, portant un costume coûteux mais froissé, et a passé la plupart du temps dans un coin à faire défiler son téléphone, ne levant les yeux que lorsqu'une personne importante venait discuter. Je l'ai observé, et pour la première fois, j'ai ressenti une distance infranchissable entre nous. Ils ne comprennent pas, ai-je pensé. Ils ne comprennent pas ce que signifie vraiment la perte de grand-père. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, j'ai essayé de retourner au travail, mais rien ne semblait pareil. Le bureau de Grand Builders, autrefois ma fierté, me semblait maintenant vide.
Puis vint le jour de l'annonce du testament, 5 jours après les funérailles. Je n'attendais pas grand-chose, non pas parce que je m'en moquais, mais parce que je croyais que mon grand-père avait tout planifié. Il m'avait dit plus d'une fois que je reprendrais Grand Builders, non seulement parce que j'étais son petit-fils, mais parce qu'il me faisait confiance pour défendre ses valeurs. Caleb, m'avait-il dit lors d'une promenade sur un chantier de construction, je n'ai pas construit cette entreprise pour qu'elle soit une machine à faire de l'argent. Je l'ai construite pour qu'elle soit un héritage, et je veux que tu sois celui qui la préserve. Je l'ai cru, j'ai cru à cette promesse, et j'ai pensé que son testament le reflèterait. Nous nous sommes réunis au bureau de l'avocat, une pièce froide avec des murs en bois sombre et l'odeur de vieux papier. Mon père, Martin, était assis au bout de la table, exsudant la confiance, comme s'il savait déjà comment les choses allaient se dérouler. Jason était assis à côté de lui, tripotant un coûteux stylo-plume, son expression indifférente. J'étais assis en face d'eux, essayant de rester calme malgré mon cœur battant. L'avocat de mon grand-père, Edward Stone, un homme mince avec de grosses lunettes et une voix sèche, est entré dans la pièce, tenant une pile de documents. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, ses yeux rencontrant brièvement les miens, et j'ai ressenti un sombre pressentiment. « Mesdames et messieurs, commença Edward, sa voix monocorde comme s'il lisait un rapport. J'ai le regret de vous informer que M. Walter Grant n'a pas laissé de testament. » Le sang dans mes veines sembla se figer. Pas de testament. C'était impossible. Mon grand-père était méticuleux, discipliné, un ancien soldat qui ne laissait jamais rien au hasard. J'ai regardé mon père, et le sourire en coin sur ses lèvres m'a glacé le sang. Jason a levé les yeux de son stylo, ses yeux brillants comme s'il venait de gagner à la loterie. Sans testament, poursuivit Edward, l'intégralité du patrimoine de M. Walter sera distribuée conformément à la loi à son héritier direct. Son fils, M. Martin Grant. Mon père se leva, claquant des mains une fois, comme s'il concluait une réunion réussie. Merci, Edward, dit-il, sa voix dégoulinante de satisfaction. Je veillerai à ce que l'héritage de mon père soit géré correctement. Il se tourna vers moi, son sourire masquant à peine son triomphe. Caleb, tu as bien travaillé, mais je pense qu'il est temps pour cette famille de prendre une nouvelle direction. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Dans mon esprit, les mots de mon grand-père résonnaient. Des mots sur l'honneur, l'héritage et la vérité. Mais maintenant, il ressemblait à un rêve qui s'estompe. J'ai quitté le bureau de l'avocat et je suis sorti dans les rues froides d'Austin, sentant que je n'avais pas seulement perdu mon grand-père, mais tout le monde que j'avais construit. Le lendemain, mon père a convoqué une réunion des actionnaires de Grand Builders. J'y ai assisté, bien que je savais que rien de bon ne m'attendait. Devant tout le conseil d'administration, il a annoncé qu'il prendrait le contrôle total de l'entreprise. Il a parlé d'une nouvelle vision et de changements nécessaires, mais je savais que ce n'était qu'une mise en scène. Puis il s'est tourné vers Jason, a posé une main sur son épaule et a déclaré que Jason me remplacerait au poste de PDG. Il est l'avenir de cette famille, a dit mon père, la voix pleine de fierté. Jason a souri comme s'il venait d'être couronné. Et puis, comme un dernier coup de poignard, mon père m'a regardé directement. Caleb, tu as travaillé dur, mais je pense que l'entreprise n'a plus besoin de toi. La pièce sombra dans le silence. Je sentais tous les regards sur moi, un mélange de pitié et de gêne. Je voulais protester, dire que j'avais versé ma sueur et mon cœur pour maintenir Grand Builders à flot pendant les moments difficiles. Que c'était l'entreprise de mon grand-père, pas la sienne. Mais je n'ai rien dit. Je me suis levé, j'ai quitté la salle de réunion et je suis sorti du bâtiment que j'avais autrefois appelé chez moi. La pluie continuait de tomber, des gouttes froides fouettant mon visage alors que je sortais dans les rues d'Austin. Je n'avais ni parapluie ni manteau, juste un costume maintenant trempé. Je marchais sans but dans des rues familières qui me semblaient maintenant étrangères. Chaque pas devenait plus lourd, comme si je portais le poids d'un monde qui venait de s'effondrer. Grand Builders n'était pas seulement mon travail. C'était mon rêve. La promesse que j'avais passée ma jeunesse à réaliser. Et maintenant, elle m'avait été volée par mon propre père, un homme que je pensais autrefois, malgré notre distance, être toujours de la famille. Les jours qui ont suivi se sont déroulés dans un flou. Je suis retourné dans mon petit appartement, un endroit où j'avais rarement passé du temps auparavant, car le travail me tenait toujours occupé. Maintenant, cela ressemblait à une cage, me piégeant avec des pensées inéluctables.
Je m'allongeais sur le canapé, fixant le plafond, essayant de trouver une raison de me lever chaque matin. Mais tout ce que je ressentais, c'était le vide. Mon grand-père était parti. L'entreprise était perdue. Et la famille, la chose qu'il m'avait toujours dit de chérir, n'était plus qu'une amère plaisanterie. L'argent a commencé à manquer. Je n'étais pas du genre à dépenser sans compter, mais mes économies n'étaient pas suffisantes pour me maintenir indéfiniment, surtout sans revenu. J'ai postulé pour des emplois dans d'autres entreprises de construction à Austin, mais à chaque fois, je recevais des refus polis. Un vieil ami, travaillant maintenant pour une grande entreprise, m'a envoyé un SMS. Caleb, je déteste dire ça, mais il y a une rumeur selon laquelle ton père te dénigre auprès de partenaires commerciaux. Il a beaucoup d'influence, tu sais. Lire ce message m'a fait l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. Mon père ne s'était pas contenté de me virer. Il s'assurait que je ne me remettrais jamais. J'ai commencé à prendre des petits boulots pour m'en sortir. J'ai conduit des camions de livraison, nettoyé des chantiers, et même travaillé comme serveur dans un petit bar à la périphérie d'Austin. Ces emplois ne correspondaient pas à mes compétences et n'apportaient aucune fierté, mais ils me maintenaient à flot. Chaque jour, je me réveillais, mettais des vêtements de travail usés et me disais que ce n'était que temporaire. Un soir, j'ai été invité à une réunion de famille chez mon père. J'ai décidé d'y aller, voulant affronter mon père et Jason, ne serait-ce que pour prouver que j'étais toujours debout. La réunion avait lieu dans le manoir de mon père, un endroit si somptueux que je m'y sentais déplacé. Des tableaux coûteux étaient accrochés au mur, des lustres projetaient une lumière scintillante sur des verres de vin, et les rires des invités de l'élite résonnaient dans la pièce. Je portais une simple chemise habillée, la meilleure chose qui me restait dans ma garde-robe, et j'entrais me sentant comme un étranger dans la maison de ma propre famille. Jason, comme d'habitude, était le centre de l'attention. Il se tenait au milieu de la foule, se vantant d'une nouvelle campagne de marketing qu'il avait dirigée pour Grand Builders, bien que je savais que c'était le travail du personnel. Les invités applaudissaient, levaient leur verre en guise de toast, et Jason souriait comme s'il le méritait vraiment. Mon père se tenait à ses côtés, lui tapotant l'épaule, les yeux remplis de fierté. Je me tenais dans un coin, tenant un verre d'eau, essayant d'ignorer les regards de pitié de quelques vieilles connaissances. Puis Jason m'a repéré, son sourire est devenu acéré et froid. « Caleb » a-t-il appelé, sa voix dégoulinante de moquerie. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai entendu dire que tu travaillais sur des chantiers de construction maintenant. C'est bien. » La pièce éclata de rire, et je sentis le sang me monter au visage. Je voulais riposter, dire qu'au moins je gagnais mon argent par un travail honnête, contrairement à lui qui ne faisait que profiter de la notoriété de notre père. Mais je suis resté silencieux, serrant mon verre fermement. Mon père s'approcha, posant une main sur l'épaule de Jason, et parla assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ne t'inquiète pas pour lui, Jason. Ton frère cherche juste sa voie. Toi, en revanche, tu es l'avenir de cette famille. Tout, l'entreprise, cette maison, le yacht, sera à toi un jour. » Ces mots furent un nouveau coup de couteau, plus profond que lorsque j'avais été viré. J'ai regardé mon père, cherchant la moindre trace de chaleur familiale, mais tout ce que j'ai vu était une froide arrogance. J'ai quitté la fête tôt sans dire au revoir. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un petit parc, je me suis assis sur un banc en bois et j'ai laissé les souvenirs de mon grand-père m'envahir. Je me suis souvenu des soirées qu'il passait avec moi à parler de pratiques commerciales équitables, de la façon dont un homme doit rester debout, quelle que soit la dureté de la vie. La justice et la vérité finissent toujours par revenir, avait-il dit un jour. Et je me suis demandé si c'était vrai. À ce moment-là, ayant tout perdu, la justice me semblait une promesse vide. Mais quelques semaines plus tard, une rumeur a commencé à se répandre. Je l'ai apprise d'un vieil ami qui travaillait autrefois au bureau de l'avocat de mon grand-père. « Caleb » a-t-il dit au téléphone, sa voix basse comme s'il craignait que quelqu'un n'entende. On dit que M. Walter a bien laissé un testament, mais qu'il a disparu. Je me suis redressé, le cœur battant. Un testament? Si c'était vrai, pourquoi Edward Stone avait-il dit qu'il n'y en avait pas? Et pourquoi aurait-il disparu? J'ai commencé à tout rejouer dans mon esprit. Les paroles de mon grand-père, le regard froid de mon père, le sourire triomphant de Jason. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais. J'ai commencé à fouiller dans mes souvenirs de mon grand-père,
cherchant tout indice qu'il aurait pu laisser. C'était un homme méticuleux. S'il avait écrit un testament, il se serait assuré qu'il serait protégé. Je suis allé voir Hélène, la seule personne de la famille en qui j'avais encore confiance. Elle m'a accueilli dans sa petite maison à la périphérie de Round Rock, où elle vivait depuis qu'elle avait pris sa retraite de son travail pour mon grand-père. Elle m'a versé une tasse de thé, ses mains tremblantes de vieillesse, et m'a regardé avec des yeux inquiets. « Alors où est le testament ?» ai-je demandé, ma voix presque désespérée. Si grand-père avait un testament, pourquoi a-t-il disparu? Hélène secoua la tête. Je ne sais pas, mais Monsieur Walter était un homme intelligent. S'il voulait que tu aies quelque chose, il aurait trouvé un moyen de s'assurer que cela te parvienne. J'ai quitté la maison d'Hélène avec une faible lueur d'espoir, mais aussi un sentiment croissant de malaise. S'il y avait un testament et qu'il avait été caché, qui était derrière cela? Mon père, Edward Stone, ou les deux? Je n'avais aucune preuve, aucune piste, seulement le sentiment que l'obscurité enveloppant ma famille était plus profonde que je ne l'avais jamais imaginé. Cette nuit-là à Austin était plus froide que d'habitude. Le vent balayait les rues vides, apportant le froid vif de l'automne. Je suis rentré chez moi, l'esprit en tourmente, essayant de rassembler des fragments de souvenirs de mon grand-père, cherchant le moindre signe ou indice qu'il aurait pu laisser. Mais plus j'y pensais, plus j'avais l'impression d'être perdu dans un labyrinthe sans issue. Les jours suivants passèrent comme une ombre. Je continuais mon travail de livreur, conduisant un vieux camion sur des routes poussiéreuses, transportant des colis que je ne prenais pas la peine de remarquer. Chaque fois que je m'arrêtais sur un chantier de construction, je regardais les bâtiments en construction, et mon cœur se serrait. Il me rappelait Grand Builders, les jours où je me tenais sur les chantiers, supervisant chaque pilier de béton, chaque plan, rempli de fierté de perpétuer l'héritage de mon grand-père. Mais un samedi soir, tout a changé. Je venais de finir mon service, épuisé et trempé par une pluie soudaine en déchargeant des livraisons. Je me suis arrêté à un petit café en périphérie de la ville, un endroit où je m'arrêtais souvent pour une tasse de café bon marché, assis et observant le flux de la circulation. Le café était presque vide, avec seulement quelques personnes dispersées, la faible lumière jaune projetant des ombres sur les murs usés. Je me suis blotti dans un coin, sirotant un café tiède, quand la porte s'est ouverte et qu'un homme est entré. Il semblait avoir une soixantaine d'années, grand et mince, portant un vieux pardessus gris aux épaules effilochées. Ses cheveux argentés dépassaient en désordre sous une vieille casquette de baseball, et ses yeux étaient vifs et froids, comme s'ils avaient trop vu de choses qu'il aurait préféré oublier. Il jeta un coup d'œil autour de la boutique, puis se dirigea directement vers ma table sans hésitation. Un frisson me parcourut l'échine. Quelque chose chez cet homme m'énervait. Non pas la peur exactement, mais le sentiment qu'il portait un secret auquel je n'étais pas prêt à faire face. « Caleb Grant ?» demanda-t-il, sa voix grave et rocailleuse, comme s'il n'avait pas parlé à personne depuis longtemps. J'ai hoché la tête, serrant fermement ma tasse de café. « Je suis David Ross » dit-il, tirant une chaise et s'asseyant en face de moi. J'étais un ami de Walter, de nos jours militaires. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre cela. Mon grand-père parlait rarement de ses amis militaires, mais je savais qu'il avait des liens profonds avec des camarades qu'il considérait comme des frères. « Vous connaissiez mon grand-père » ai-je demandé avec prudence. David hocha la tête, tirant une enveloppe marron, soigneusement scellée de cire rouge, de la poche de son manteau. Il la fit glisser sur la table, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Ouvre-la » dit-il. « Mais pas ici. À la maison, quand tu seras seul. Et sois prudent, Caleb. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu vois ce qu'il y a dedans. » J'ai fixé l'enveloppe, mon cœur battant. Elle était mince mais semblait lourde, comme si elle contenait un secret qui pourrait tout changer. « Pourquoi me donnez-vous ceci » ai-je demandé, baissant la voix. « Et pourquoi maintenant ?» David soupira, son regard se posant sur la fenêtre comme pour vérifier si quelqu'un observait. « Walter était mon frère » dit-il. « Nous avons traversé la guerre ensemble, et je lui dois la vie. Avant qu'il ne meure, il m'a confié une tâche. Il a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te trouver et te livrer ceci personnellement. » Un frisson me parcourut. « Qu'est-il arrivé » ai-je demandé, ma voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. David se pencha en avant, sa voix pressante. Walter ne faisait pas confiance à son avocat, Edward Stone. Il pensait que son testament pourrait être falsifié,
alors il en a fait une copie et me l'a confiée. Mais après sa mort, j'ai été traqué. Un groupe de voyous, des hommes de main, s'en est pris à moi. Ils ont menacé ma vie, m'ont dit de détruire tout ce qui était lié à Walter. J'ai vécu caché, me déplaçant constamment, mais je ne pouvais pas rompre ma promesse envers lui. Ma tête tournait. Qui est derrière tout ça, ai-je demandé, même si une partie de moi soupçonnait déjà la réponse. David me regarda droit dans les yeux. Ton père. Je n'ai pas de preuves directes, mais je le connais. Il a de l'argent, des connexions et un mobile. Walter m'a dit que Martin n'avait jamais compris la vraie valeur de Grand Builders. Il craignait que Martin ne détruise tout, et il voulait que tu sois celui qui protège cet héritage. J'ai serré l'enveloppe fermement, la sentant brûler dans mes mains. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Ai-je demandé, incapable de cacher ma frustration. Mon grand-père est parti depuis des mois. J'ai tout perdu. David secoua la tête, les yeux remplis de regrets. Je voulais venir plus tôt, Caleb, mais j'étais surveillé. Je devais m'assurer de ne pas les mener à toi. Il se leva, abaissant sa casquette. Sois prudent, Caleb. Contacte-moi si tu as besoin de moi, dit-il à nouveau. Les personnes derrière cela ne s'arrêteront pas aux menaces. Elles feront tout pour protéger leurs secrets. Puis il a disparu de la boutique, me laissant avec un bout de papier portant un numéro de téléphone et l'enveloppe dans les mains. Je suis retourné à mon appartement, j'ai fermé la porte à clé, j'ai tiré les rideaux et je me suis assis à la table de la cuisine. Il était tard, avec seulement le bruit régulier de la pluie dehors. J'ai ouvert l'enveloppe, mon cœur battant. À l'intérieur se trouvaient 3 objets, une copie d'un testament, une lettre manuscrite et une petite clé USB. J'ai ouvert le testament en premier. Il était méticuleusement tapé, portant la signature de mon grand-père et un sceau de notaire. Le contenu était clair. Mon grand-père me laissait toutes ses parts dans Grand Builders, ainsi que d'autres actifs, y compris son domaine, un manoir côtier à Cannon Beach et un yacht d'une valeur de plus de 12 millions de dollars. Il avait inclus une note précisant que je devais préserver l'héritage familial avec honnêteté et honneur. Je l'ai lu et relu, les larmes aux yeux. Mon grand-père avait tenu sa promesse envers moi, même depuis l'au-delà. Ensuite, j'ai ouvert la lettre manuscrite. Son écriture était forte mais légèrement tremblante, comme si elle avait été écrite dans ces derniers jours. Caleb, commençait-elle. Si tu lis ceci, les choses ont mal tourné. Je te fais confiance, mais je ne fais pas confiance à ceux qui t'entourent. Accroche-toi à ce que je t'ai appris, et ne les laisse pas te prendre ce qui est à toi. J'ai toujours été fier de toi. Je me suis effondré sur la table, les larmes tombant sur le papier. La voix de mon grand-père résonnait dans mon esprit, claire et chaleureuse comme s'il était assis à mes côtés. Enfin, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Un fichier audio est apparu. J'ai appuyé sur lecture, et la voix de mon grand-père a rempli la pièce, frêle mais résolue. L'enregistrement s'est terminé, et je suis resté là, figé, comme si le monde s'était inversé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai arpenté l'appartement, serrant l'enveloppe. Les mots de David résonnaient dans mon esprit. Mon père, Martin, était le cerveau. Je ne voulais pas y croire, mais les pièces s'assemblaient, la froideur de mon père aux funérailles, son sourire triomphant lorsqu'il m'a viré, les rumeurs selon lesquelles il me sabotait dans le monde des affaires. Mais comment pouvais-je le prouver? La copie du testament, la lettre et l'enregistrement étaient tout ce que j'avais, mais ils n'étaient pas suffisants pour affronter mon père et Edward Stone, des hommes qui avaient l'argent et le pouvoir de tordre la vérité. J'ai pensé à David, à ce qu'il avait enduré, vivant caché, traqué, juste pour tenir sa promesse à mon grand-père. J'ai ressenti un profond respect, mais aussi de la peur. Si mon père était vraiment derrière l'embauche de voyous pour faire taire David, à quoi étais-je confronté? J'ai regardé par la fenêtre, observant les lumières de la ville scintiller sous la pluie. Je ne pouvais pas l'imaginer, mais je savais que la route à venir ne serait pas facile. Une obscurité se cachait, et je devais être prudent. Une petite erreur pouvait me coûter tout. Je savais que je ne pouvais pas agir seul. La copie du testament, bien que signée et notariée, n'était qu'un morceau de papier sans reconnaissance légale. La lettre et l'enregistrement de mon grand-père étaient des pièces précieuses du puzzle, mais ils n'étaient pas suffisants pour inverser la tendance. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne la loi, quelqu'un qui puisse m'aider à transformer ces indices en une arme.
C'est pourquoi j'ai cherché Peter Vaughan, un avocat spécialisé dans les testaments et les successions. C'était un vétéran chevronné du monde juridique et, plus important encore, il n'avait pas peur de s'attaquer aux puissants. J'ai arrangé un rendez-vous avec Peter à son bureau dans le centre-ville d'Austin, un petit bâtiment élégant aux murs de verre donnant sur les rues animées. Quand je suis entré, Peter s'est levé de derrière son bureau, me serrant la main avec une poignée ferme et un regard vif. Il avait environ 50 ans, les cheveux poivre et sel, vêtu d'un costume bleu marine. Mais ce qui m'a frappé, c'est la confiance qu'il dégageait. Non pas l'arrogance de mon père, mais l'assurance d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. « Asseyez-vous, Caleb, dit-il, sa voix basse et claire. Vous avez dit que vous aviez quelque chose d'important. Je vous écoute. » J'ai posé l'enveloppe sur la table, sortant la copie du testament, la lettre manuscrite et la clé USB avec l'enregistrement audio. Je lui ai tout raconté, la mort de mon grand-père, l'affirmation d'Edward Stone qu'il n'y avait pas de testament, mon père me renvoyant, et ma rencontre avec David Ross. Peter écoutait sans interrompre, hochant parfois la tête ou prenant des notes. Quand j'ai eu fini, il a pris la copie du testament, lisant chaque ligne attentivement, puis a écouté l'enregistrement avec des écouteurs. Il est resté silencieux pendant longtemps, et j'ai senti mon cœur battre, comme si tout mon avenir dépendait de ce qu'il allait dire ensuite. Finalement, Peter se pencha en arrière dans sa chaise, retira ses lunettes et me regarda. « Caleb, je vais être franc avec vous, dit-il. Ce que vous avez là est significatif, mais ce n'est pas suffisant pour gagner une affaire de succession, surtout contre quelqu'un comme votre père qui a de l'argent et des relations. Cette copie du testament est précieuse, mais nous devons prouver que l'original a été délibérément caché ou détruit. L'enregistrement et la lettre sont des preuves circonstancielles, mais nous avons besoin de quelque chose de plus concret, comme une preuve financière, par exemple. Que votre père a payé pour corrompre Edward Stone ou toute autre personne impliquée. » J'ai hoché la tête, sentant une lueur d'espoir. « Alors, que dois-je faire ensuite » ai-je demandé. Peter sourit, un sourire rassurant mais déterminé. « Nous allons commencer l'enquête. Tu retrouveras toute personne qui a travaillé avec Edward Stone, surtout celle qui pourrait connaître l'existence du testament original. Je m'occuperai de l'aspect juridique et préparerai une stratégie. Mais Caleb, tu dois être prudent. Si ton père est vraiment derrière tout ça, il ne te laissera pas fouiller facilement. » J'ai quitté le bureau de Peter avec l'impression d'avoir aperçu la lumière au bout du tunnel. Rien n'était encore résolu, mais au moins j'avais une direction et un allié. J'ai commencé par contacter une ancienne employée du cabinet d'avocats d'Edward Stone, une femme nommée Maria, qui avait été sa secrétaire pendant des années. Je la connaissais de mes visites au bureau avec mon grand-père, et elle avait toujours été amicale mais réservée. Je lui ai envoyé un SMS, organisant une rencontre dans un petit café en périphérie de la ville, où peu de gens passaient. Maria est arrivée en retard, l'air nerveux, jetant constamment un coup d'œil par-dessus son épaule comme si elle craignait d'être suivie. « Caleb, dit-elle à voix basse, je ne sais pas si je devrais te parler, mais parce que tu es le petit-fils de Walter, je vais te dire la vérité. » Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. « J'ai vu le testament original, Caleb. Il était conservé dans le coffre de Monsieur Edward Stone. Je n'ai pas lu les détails, mais je sais qu'il portait la signature de Walter. Puis un jour après son décès, il a disparu. J'ai interrogé Monsieur Edward à ce sujet, mais il m'a dit de ne pas m'en mêler, que ce n'était pas mes affaires. Mon sang bouillait. « Es-tu sûre, Maria » ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Elle hocha la tête, ses yeux remplis de peur. « Je n'ai pas de preuves, Caleb, mais je sais que Monsieur Edward n'est pas honnête. »« Et ton père ?» ?»« Il est venu à notre bureau quelques fois avant la disparition du testament. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais je les ai vus chuchoter dans la salle de réunion, et Monsieur Edward semblait très stressé. J'ai remercié Maria, promettant de garder notre rencontre confidentielle, et je suis parti avec une nouvelle pièce du puzzle. Le testament original avait existé, et il avait été pris. Mais comment pouvais-je le prouver? Je savais que j'entrais dans un jeu dangereux, et je devais être plus prudent que jamais. Pendant ce temps, des rumeurs ont commencé à se répandre. J'ai appris que mon père et Jason racontaient aux gens que j'essayais de les poursuivre en justice pour voler la fortune familiale. La calomnie m'a exaspéré, mais je n'étais pas surpris. Mon père avait toujours été habile à manipuler l'opinion publique, et Jason, dans son nouveau rôle au sein de l'entreprise, se réjouissait probablement de jouer la victime.
J'ai essayé de ne pas me laisser atteindre. Puis, des signes inquiétants sont apparus. Un soir, alors que je quittais le bar après un service, j'ai remarqué un homme debout sous un réverbère en face de mon appartement. Il portait un manteau noir, son visage caché sous une casquette de baseball, et il restait immobile. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer, mais mon cœur battait la chamade. Quelques jours plus tard, j'ai vu une voiture noire garée près du chantier où je livrais. Le conducteur n'a jamais quitté le véhicule, mais j'ai senti ses yeux me suivre. J'ai commencé à vérifier mes portes et fenêtres chaque nuit, m'assurant qu'elles étaient bien verrouillées, mais le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. J'ai appelé David Ross, l'homme mystérieux qui m'avait donné l'enveloppe. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit parc tôt le matin, alors que le brouillard recouvrait encore Austin. David est apparu, l'air plus épuisé que jamais, comme si les mois passés à vivre cachés l'épuisaient. « Tu es suivi, n'est-ce pas » a-t-il demandé dès qu'il s'est assis sur le banc à côté de moi. J'ai hoché la tête, racontant ce qui s'était passé. David soupira, les yeux remplis d'inquiétude. « Caleb, je te l'ai dit. Ton père a déjà engagé des gens pour me tuer, et il n'hésitera pas à le refaire. Tu es sur la bonne voie, mais tu dois être prudent. Ne leur laisse pas savoir que tu as la copie du testament. » Un frisson me parcourut. J'avais besoin de preuves. Peter, mon avocat, avait dit que si je pouvais trouver des preuves financières, comme le fait que mon père ait payé Edward Stone ou les voyous, nous pourrions renverser l'affaire. David hocha la tête. Je n'ai pas de preuves directes, mais je connais Martin. Il laisse toujours une trace, peu importe à quel point il la cache. Trouve un bon détective privé, quelqu'un qui sait comment creuser sans se faire remarquer. J'ai suivi les conseils de David. Par l'intermédiaire d'un contact, j'ai contacté Frank Nolan, un détective privé qui avait travaillé sur des affaires financières complexes. Frank était un homme petit, mais ses yeux étaient vifs comme des couteaux, et son comportement exsudait la confiance de quelqu'un qui avait vu trop de coins sombres du monde. Je lui ai donné toutes les informations que j'avais, y compris mes soupçons concernant mon père et Edward Stone. « Que voulez-vous que je trouve » demanda Frank, sirotant son café noir. « Des transactions financières, ai-je dit. » Frank hocha la tête. « Donne-moi une semaine, mais Caleb, si ton père est derrière tout ça, tu dois te préparer. Il ne te laissera pas gagner facilement. » Une semaine plus tard, Frank m'a appelé dans un petit restaurant en périphérie de la ville. Il était assis dans un coin, une pile de documents devant lui. « J'ai trouvé ce qu'il vous faut, dit-il, faisant glisser les papiers vers moi. Votre père, Martin Grant, a retiré 2 grosses sommes de son compte personnel. L'une juste après la mort de votre grand-père, et l'autre un mois plus tard. Les 2 étaient en espèces sans note claire, mais les montants correspondent à ce que quelqu'un pourrait payer un avocat corrompu ou un groupe de voyous à louer. J'ai parcouru les documents, le cœur battant. Les transactions étaient claires, $60 000 en octobre et $40 000 en novembre. Aucun destinataire nommé, mais le moment et les montants me rendaient presque certain qu'ils étaient liés à Edward Stone et aux hommes qui traquaient David. « Merci, Frank, ai-je dit, ma voix tremblante. C'est ce dont j'avais besoin. » Frank me regarda, l'expression grave. « Caleb, vous jouez un jeu dangereux. Ces transactions ne sont qu'un début. Si votre père sait que vous creusez, vous êtes en grave difficulté. Donnez-les à votre avocat et agissez vite. » Je suis retourné à mon appartement, serrant les documents comme une bombe à retardement. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais plus proche de la vérité. Mais avec cela, venait une peur grandissante. Si mon père était prêt à engager des voyous pour faire taire David, que me ferait-il? J'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit que je ne pouvais pas arrêter maintenant. Pas après être arrivé si loin. Un soir, après être rentré d'un service de livraison, j'ai découvert quelque chose qui a failli me faire arrêter le cœur. Mon vieux pick-up, garé sur un terrain vague près de mon appartement, avait été vandalisé. Les pneus étaient crevés, le pare-brise brisé, et quelqu'un avait gravé un message sur le capot avec un couteau. Stop. Je me suis tenu là, sentant le sang dans mes veines se figer. Ce n'était pas un accident ou une farce d'enfant. C'était un avertissement, et je savais d'où il venait. J'ai immédiatement appelé Frank, ma voix tremblante alors que je lui racontais l'incident. « Caleb, tu dois quitter ton appartement un moment, a dit Frank au téléphone, son ton grave. Les gens qui ont fait ça ne plaisantent pas. Je vais continuer à creuser,
mais tu dois être prudent. Ne sors plus seul la nuit. J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir, et j'ai raccroché. Quelques jours plus tard, une enveloppe anonyme a été glissée sous la porte de mon appartement. Je l'ai ramassée, mes mains tremblant en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une note manuscrite enroulée. Sois intelligent et quitte la ville. Pas de signature, pas de trace. Mais le message était clair comme le jour. Mon père, ou quelqu'un travaillant pour lui, voulait que je parte. Non seulement pour me dépouiller de l'héritage de mon grand-père, mais pour m'effacer complètement. Je me suis assis par terre, la note à la main, sentant une vague de colère mêlée de peur. Mais je ne pouvais pas abandonner. Pas quand j'avais des preuves, pas quand j'avais de l'espoir. J'ai commencé à changer mes habitudes. J'ai évité les itinéraires fixes, arrêté d'aller à mon café habituel, et je regardais constamment par-dessus mon épaule chaque fois que je sortais. Mais peu importe à quel point j'étais prudent, je sentais toujours des yeux invisibles me regarder. Puis un soir, alors que j'étais assis dans mon appartement, serrant un café froid et fixant la pile de documents, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Rendez-vous. 21h30 Golden Oak Bar. Il s'agit de Martin Grant. Je l'ai lu et relu, le cœur battant. Cela pourrait être un piège. David m'avait prévenu des gens qui travaillaient pour mon père, et je savais qu'il n'hésiterait pas à m'attirer dans un coin sombre. Mais si c'était réel? Et si quelqu'un avait plus d'indices? Je ne pouvais pas laisser passer cette chance, aussi dangereuse soit-elle. Je suis arrivé au Golden Oak Bar, un petit bar en périphérie de la ville où l'éclairage tamisé et l'odeur de bière éventée s'accrochaient au mur. J'ai choisi un coin isolé près de la sortie de secours, juste au cas où j'aurais besoin de m'enfuir. L'horloge affichait 21h25, et j'étais assis là, serrant mon téléphone, les yeux rivés sur la porte. À exactement 21h30, une silhouette est entrée, portant un sweat à capuche baissée, masquant la majeure partie de son visage. J'ai serré ma prise, prêt à m'enfuir. Mais ensuite, la personne a retiré sa capuche, et je me suis figé. C'était Jason, mon jeune frère. Jason semblait différent. Le sourire arrogant et les yeux suffisants avaient disparu. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux ébouriffés, et ses mains tremblaient en s'asseyant en face de moi. « Caleb, dit-il, sa voix chevrotante. J'ai besoin de te parler. » Je le fixais, tous mes sens en alerte. « De quoi s'agit-il, Jason ?» demandai-je, ma voix froide. « T'a-t-il envoyé me piéger ?» Jason secoua la tête, ses yeux brillant d'une peur que je n'avais jamais vue auparavant. « Non, Caleb, je le jure. Je suis là parce que je ne peux plus faire ça. » Il tira une pile de papier de sa veste et les glissa vers moi. « Regarde ça. » J'ai pris les papiers, le cœur battant. C'étaient des échanges de mes imprimés entre mon père et Edward Stone. Je les ai parcourus rapidement, et chaque ligne était comme un coup de couteau. Des phrases comme « paiement », régler cela définitivement et s'assurer que personne ne le découvre dansaient devant mes yeux. Un email de mon père disait « Assure-toi que le gamin n'ait jamais sa chance. Je m'occuperai du reste. » Mon sang se glaça. Le gamin? C'était moi. Jason, dis-je, ma voix tremblante. Où as-tu eu ça? Jason baissa la tête, ses mains serrées. Je les ai eus sur l'ordinateur de papa, dit-il. Je sais que tu ne me croiras pas, mais je ne veux pas que ça aille plus loin. J'ai entendu papa parler à Edward de te tuer si tu ne restais pas silencieux. Je ne veux pas que tu meures, Caleb. Je voulais l'argent, l'attention de papa, mais pas comme ça. Je l'ai étudié, cherchant le moindre indice de tromperie dans ses yeux. Jason s'était moqué de moi, avait pris parti pour notre père, avait ri de moi devant une foule. Comment pouvais-je lui faire confiance maintenant? Mais sa voix tremblait, et à ce moment-là, j'ai vu un Jason différent. Non pas le goujat arrogant de la fête de famille, mais un jeune frère effrayé, pris dans ses propres erreurs. Pourquoi, Jason, ai-je demandé, ma voix s'adoucissant. Pourquoi m'aider maintenant, après tout ce que tu as fait? Jason leva les yeux, ses yeux brillants de larmes. Parce que j'avais tort. Je pensais que papa faisait ça pour la famille, mais il ne se soucie que de l'argent et du pouvoir. Je ne veux pas te perdre. Je sais que j'ai été un idiot, mais je veux arranger les choses.
Laisse-moi t'aider. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai tenu les emails, les relisant, et j'ai réalisé qu'ils s'alignaient parfaitement avec le rapport financier de Frank concernant les retraits en espèces. Les 60 000 $ juste après la mort de mon grand-père, probablement pour payer Edward afin de cacher le testament. Les 40 000 $ un mois plus tard, peut-être pour engager les voyous qui ont traqué David. Tout correspondait, de manière terrifiante, et je savais, que je le veuille ou non, que j'avais besoin de Jason. Très bien, dis-je, ma voix sèche. Mais si c'est un piège, Jason, je jure que je ne te pardonnerai pas. Jason hocha la tête, l'air soulagé mais toujours anxieux. Je continuerai à surveiller papa, dit-il. Nous avons quitté le bar séparément. Moi d'abord, Jason quelques minutes plus tard. Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Jason était-il sincère, ou était-ce un autre des jeux de mon père? Je n'étais pas sûr, mais je savais que je n'avais pas le choix. Jason m'avait peut-être trahi auparavant, mais maintenant il pourrait être le seul à m'aider à découvrir la vérité. Le lendemain matin, j'ai rencontré Peter Vaughn à son bureau, apportant tout ce que j'avais, la copie du testament, la lettre manuscrite de mon grand-père, la clé USB avec l'enregistrement audio, le rapport financier de Frank et les emails de Jason. Peter a examiné chaque document, ses yeux vifs comme ceux d'un faucon. Caleb, dit-il, fermant le dossier. C'est suffisant pour que nous déposions une pétition auprès du tribunal des successions d'Austin. Nous demanderons la réouverture du dossier de succession pour cause de fraude présumée. Mais vous devez comprendre que ce sera une bataille féroce. Votre père et Edward Stone ne se laisseront pas faire. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de détermination et d'anxiété. Je suis prêt, ai-je dit, bien qu'une partie de moi tremblait encore. Tant que nous pourrons récupérer ce qui appartient à mon grand-père, je ferai tout ce qu'il faut. Peter sourit, un sourire confiant. Bien. Je vais préparer la plainte et la déposer au tribunal aujourd'hui. Prépare-toi, Caleb. Ton père a beaucoup d'influence, et il utilisera tous les stratagèmes possibles pour te faire tomber. Comme Peter l'avait prédit, la réponse de mon père et d'Edward Stone arriva comme une tempête. Quelques heures après le dépôt de la plainte, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix au téléphone était glaciale, mais je sentais la colère bouillonner sous ses mots. « Caleb, qu'est-ce que tu crois faire ?» dit-il. Je n'ai pas répondu, j'ai juste raccroché, mon cœur battant. Edward Stone s'est également exprimé, publiant une déclaration dans un journal local affirmant que j'étais un fils ingrat essayant de fabriquer des mensonges pour voler la fortune familiale. Les rumeurs se sont répandues rapidement, et j'ai senti les regards scrutateurs d'anciennes connaissances, de voisins et même d'anciens collègues de Grand Builders. Mais je m'en moquais. J'avais trop perdu pour craindre les murmures désormais. Le jour de la première audience, je suis entré dans la salle d'audience du tribunal des successions d'Austin, avec l'impression d'entrer sur un champ de bataille. La pièce était froide, avec des murs en bois sombre et une atmosphère tendue. Mon père était assis de l'autre côté, vêtu d'un costume coûteux, le visage inexpressif. À côté de lui se trouvait Edward Stone, l'air calme, mais j'ai remarqué qu'il serrait les mains l'une contre l'autre comme pour cacher sa nervosité. Jason n'était pas là, et je me suis demandé s'il était vraiment de mon côté comme il l'avait promis. La juge, une femme d'âge moyen au regard sévère, demanda à Peter de présenter notre dossier. Peter se leva, sa voix résonnant avec force et clarté. Il soutint qu'il y avait des preuves suggérant que le testament original de mon grand-père Walter Grant avait été délibérément caché ou détruit, et nous demandâmes au tribunal de rouvrir l'affaire de succession. Il soumit les documents, la copie du testament, la lettre manuscrite, l'enregistrement audio, le témoignage de Maria, l'ancienne employée d'Edward Stone, et les courriels de Jason. Chaque pièce fut présentée comme une flèche tirée directement sur mon père et Edward. Lorsque ce fut le tour d'Edward Stone, il se leva, ajusta ses lunettes et parla d'un ton étrangement calme. « Votre honneur, je dois affirmer que je n'ai jamais reçu de testament de M. Walter Grant. Les documents présentés par le plaignant ne sont que de simples copies sans validité légale, et ces accusations sont entièrement fabriquées pour ternir la réputation d'une famille respectée. » Mon sang bouillait. Il mentait, aussi lisse qu'un serpent. Je ne pouvais pas rester silencieux. Malgré le signal de Peter de rester calme, je me suis levé. « Votre honneur, ai-je dit, ma voix tremblante mais résolue. Mon grand-père, Walter Grant, était un homme méticuleux.
Il ne faisait pas confiance à M. Edward Stone, c'est pourquoi il a confié une copie de son testament à un camarade militaire. M. Edward ment, et j'ai des preuves pour le prouver. Le tribunal se tut. Tous les regards se tournèrent vers moi, et la tension était comme une corde tendue sur le point de se rompre. Mon père me regarda fixement, ses yeux froids, mais je ne détournai pas le regard. Peter continua de présenter le rapport financier de Frank Nolan. Il mit en évidence 2 gros retraits en espèces du compte de mon père, $60 000 juste après la mort de mon grand-père et $40 000 un mois plus tard. Ces sommes, dit Peter avec acuité, correspondent au moment où le testament original a disparu et où M. David Ross, un ami de Walter Grant, a été poursuivi par des voyous. De plus, des courriels fournis par une source fiable ont montré des discussions entre M. Martin Grant et M. Edward Stone concernant des paiements et le fait de régler cela définitivement en point. J'ai observé Edward Stone pendant que Peter parlait. Son visage resta impassible, mais j'ai vu des perles de sueur se former sur son front, et ses mains ont commencé à trembler légèrement. Mon père, assis à côté de lui, serrait les accoudoirs de sa chaise, ses yeux brûlant sur moi. Mais je n'avais plus peur. Je savais que j'étais sur la bonne voie. Puis vint le moment crucial. Peter demanda à appeler un témoin surprise, David Ross. Quand David entra dans la salle d'audience, mon cœur s'emballa. Il semblait plus âgé, plus fatigué, mais ses yeux étaient aussi vifs que la première fois que nous nous étions rencontrés. Il prêta serment, sa voix basse et régulière. « Je suis David Ross, un camarade de Walter Grant de nos jours militaires, commença-t-il. Avant son décès, Walter m'a confié une copie de son testament et un message. Si quelque chose arrive, assure-toi qu'il parvienne à Caleb. Il ne faisait pas confiance à son avocat, M. Edward Stone, et il craignait que le testament original ne soit détruit. J'ai gardé cette copie, et j'ai été traqué par des hommes de main qui ont tenté de la détruire. » Le témoignage de David fut comme une bombe qui explose dans la salle d'audience. La pièce resta silencieuse, mais je sentis un changement dans l'atmosphère. Mon père baissa la tête, et pour la première fois, je vis sa confiance habituelle vaciller. Edward Stone commença à marmonner, essayant d'interrompre, mais la juge lui fit signe de se taire. Peter continua, diffusant l'enregistrement de mon grand-père. Sa voix résonna dans la salle d'audience, frêle mais résolue. Je ne fais pas confiance à Edward Stone, et je crains que mon fils ne fasse tout ce qu'il faut pour prendre Grant Builders. Ces mots, combinés au témoignage de David, laissaient peu de place à la défense de mon père. Sous la pression de la juge et les questions incisives de Peter, Edward Stone commença à faiblir. Il prama ne pas se souvenir des détails de ses rencontres avec mon père, puis se contredit en disant que mon père ne venait que pour des conversations informelles. Peter saisit l'occasion. Soulignant les incohérences dans le témoignage d'Edward et insistant sur le fait que les importants retraits d'argent ne pouvaient pas être une coïncidence. Finalement, la juge frappa son marteau. Sur la base des preuves présentées, dit-elle sévèrement, le tribunal ordonne une enquête criminelle distincte sur M. Edward Stone et M. Martin Grant pour fraude potentielle et dissimulation de documents. L'affaire de succession sera réexaminée une fois l'enquête terminée. Je restai assis là, comme si un poids énorme avait été soulevé. Peter me tapota l'épaule, chuchotant, « Nous y sommes parvenus, Caleb. » Mais ce n'est pas encore fini. J'ai hoché la tête, mes yeux toujours fixés sur mon père. Il se leva et quitta la salle d'audience sans me regarder, mais je savais qu'il était ébranlé. Pour la première fois, j'ai senti que j'avais le dessus. Dans les jours qui ont suivi l'audience du tribunal, Austin est soudainement devenue étouffante. La nouvelle du procès s'est répandue comme une traînée de poudre. Les journaux locaux, qui avaient autrefois loué mon père comme un homme d'affaires prospère, affichaient désormais des titres sensationnels, scandale d'héritage chez Grant Builders, allégations de fraude et de dissimulation de testament. Les articles ne me nommaient pas directement, mais tout le monde savait que j'étais à l'origine du procès. J'ai reçu des messages d'anciennes connaissances, certains de soutien, d'autres de mépris, mais je n'y ai prêté aucune attention. Pendant ce temps, l'enquête criminelle ordonnée par le tribunal a commencé à se dérouler. Des enquêteurs du bureau du procureur ont contacté Peter, demandant des informations supplémentaires. Peter a travaillé sans relâche, coordonnant avec eux pour s'assurer que chaque détail était minutieusement examiné. « Il fouille profondément dans les comptes de votre père », m'a dit Peter lors d'une réunion à son bureau. « S'il trouve des transactions liées à Edward Stone ou aux voyous, il ne pourra pas le nier. » J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais me débarrasser de l'inquiétude dans mon cœur.
Mon père n'était pas quelqu'un que l'on pouvait vaincre facilement. Il avait de l'argent, des relations, et je savais qu'il trouverait un moyen de renverser la situation. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est le silence de Jason. Depuis la nuit où il m'avait donné les emails au Golden Oak Bar, je n'avais plus eu de ses nouvelles. J'ai envoyé des SMS et appelé, mais il n'y a eu aucune réponse. Une partie de moi craignait qu'il n'ait changé d'avis, qu'il ait de nouveau pris parti pour notre père. Pourtant, une autre partie gardait l'espoir que Jason, malgré son arrogance et son égoïsme passé, essayait sincèrement de se racheter. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS de sa part. C'était bref. Rendez-vous au parc. 18h30. J'ai hésité, mais j'y suis finalement allé, portant la lassitude qui était devenue une seconde nature. Quand je suis arrivé au parc, Jason était assis sur un banc, l'air plus mince et plus épuisé qu'avant. Il s'est levé quand il m'a vu, ses yeux remplis de remords. « Caleb, dit-il, sa voix basse. J'ai entendu parler de la poursuite. Je ne sais pas quoi dire. Je veux juste que tu saches que tu fais la bonne chose cette fois. » Je l'ai regardé. « Tu m'as aidé, Jason, ai-je dit. Mais pourquoi as-tu disparu? Je pensais que tu étais retourné du côté de papa. » Jason secoua la tête, ses yeux brillants de larmes. « J'avais peur, Caleb. Peur que papa découvre que je t'ai donné ces emails, mais je ne peux pas le laisser continuer ainsi. Je ne veux plus en faire partie. » Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration. « Je sais que tu ne me fais pas confiance, mais je veux arranger les choses. Si tu as besoin que je témoigne au tribunal, je le ferai. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé Jason et j'ai vu un jeune frère que je pensais avoir perdu. « Merci, Jason, ai-je finalement dit. Tu as fait ce qu'il fallait, et je n'oublierai pas ça. » Le procès pénal a eu lieu quelques semaines plus tard. Mon père et Edward Stone ont été inculpés de fraude, de dissimulation de documents et de complot en vue de commettre un crime. Jason, fidèle à sa parole, a témoigné, déclarant qu'il avait entendu notre père discuter avec Edward du plan de dissimulation du testament et d'embauche d'hommes pour intimider David. Son témoignage, combiné aux preuves financières et au récit de David, fut le coup de grâce. Mon père a été condamné à 4 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle s'il coopérait. Edward Stone a reçu une peine plus sévère, 6 ans, pour son rôle central dans la dissimulation du testament. L'affaire de succession a été rouverte peu après. Le testament original ayant été reconnu sur la base de la copie et des preuves à l'appui, j'ai obtenu la propriété de Grand Builders, conformément aux souhaits de mon grand-père. Je suis retourné dans l'entreprise, mais pas en tant que PDG comme auparavant. J'ai plutôt choisi d'assumer le rôle de président. Jason n'a pas été poursuivi grâce à sa coopération en tant que témoin. Je l'ai ramené dans l'entreprise, mais dans un rôle mineur où il pourrait apprendre et faire ses preuves. Je ne lui avais pas entièrement pardonné, mais je voulais lui donner une chance, comme mon grand-père m'avait appris à croire en la capacité des gens à changer. Dans les semaines qui ont suivi le procès pénal, Austin sembla prendre une teinte différente. La lumière du soleil automnal était plus douce, mais l'air restait lourd des échos persistants du procès. Mon père, Martin Grant, était désormais un nom synonyme de scandale. Les journaux couvraient inlassablement l'affaire, exposant le côté sombre d'un homme autrefois considéré comme un pilier de la communauté des affaires. Les puissantes connexions dont il s'était autrefois vanté lui tournèrent le dos, le laissant affronter les conséquences seul. L'image de l'empire de Grand Builders, que mon père avait tenté de bâtir sur la tromperie, n'était plus qu'une tache aux yeux du public. Je suis revenu à Grand Builders en tant que président, non pas pour me vanter de ma victoire, mais pour réparer ce qui avait été brisé. L'entreprise avait subi des pertes importantes à la suite du scandale. De nombreux partenaires se sont retirés, des employés vétérans ont démissionné, et les actions de l'entreprise ont chuté. Mais je n'étais pas découragé. Je me souvenais des mots de mon grand-père. Un bâtiment solide doit être construit sur une fondation d'équité. J'ai commencé à restructurer, à embaucher de nouveaux managers, en me concentrant sur la transparence et la qualité. J'ai rencontré chaque employé, écouté leurs préoccupations et promis que Grand Builders se relèverait, non pas comme une machine à gagner de l'argent, mais comme un héritage d'honneur et de responsabilité. Un soir, après une longue journée de travail, j'ai traversé le siège de Grand Builders. Le bâtiment était toujours en réparation, ses murs fissurés rappelant ce que nous avions enduré.
J'ai fait une pause devant le portrait de mon grand-père accroché dans le hall principal, ses yeux aussi vifs et chaleureux que jamais. Je me suis souvenu de ses paroles résonnant à travers les années. En affaires, l'honneur vaut plus que l'argent. J'ai souri, sentant qu'il était à mes côtés, me tapotant l'épaule, comme il l'avait fait lorsque j'avais mené l'entreprise à travers une affaire difficile. J'ai pensé à mon père, maintenant en prison, et je me suis demandé s'il éprouvait le moindre regret. Il avait choisi l'argent et le pouvoir, mais en fin de compte, il n'avait pas pu le sauver. J'ai pensé à Jason, à la façon dont il essayait de recommencer. Je suis sorti, me tenant sous le ciel nocturne d'Austin. La ville brillait de lumière, chacune comme une histoire, un rêve, une lutte. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Il faudrait peut-être des années à Grand Builders pour se remettre, et j'affronterais d'innombrables défis. Mais je n'avais pas peur. J'avais traversé l'obscurité, fait face à la trahison de ma propre famille, et j'étais toujours debout, plus fort que jamais. J'ai levé les yeux vers le ciel, où les étoiles scintillaient faiblement parmi les lumières de la ville. J'ai pensé à mon grand-père, à ce qu'il avait laissé derrière lui. Pas seulement une entreprise, mais une leçon de vie. Ce voyage ne consistait pas seulement à récupérer un héritage. Il s'agissait de protéger la vérité, de défendre l'honneur et de donner aux autres une chance de se racheter. Je savais que même s'il n'était plus là, il serait fier que je n'ai pas abandonné. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air froid d'Austin emplir ma poitrine. Je ne savais pas ce que le lendemain apporterait, mais j'étais certain d'une chose. Je continuerais à avancer, portant les enseignements de mon grand-père, la flamme de la justice et de la vérité. Et dans les lumières scintillantes de la ville, j'ai ressenti une étrange paix, comme si mon grand-père souriait quelque part parmi les étoiles.